avec ce nouveau panel, 4 régions, 4 approches, présentation des différents visages du réseautage. Alors, le mouvement Santé en français s'est donné le défi de passer à l'accès pour de meilleurs services de santé en français de qualité. Alors, dans cette séance, avec ce panel, on va présenter différents visages du réseautage au cœur de l'action de la transformation des systèmes de santé, de la sensibilisation politique et gouvernementale et de l'amélioration des capacités des communautés à vivre pleinement leur santé en français. Et pour animer le panel, je vous présente Roger Gauthier, qui est ancien directeur général du réseau Santé en français de la Saskatchewan. La parole est à vous, Roger. Bon panel. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi. Je pense que ça va être une approche intéressante. Comme Véronique l'a dit, j'ai été responsable d'un réseau pendant plusieurs années et donc c'est toute une aventure, ça, de gérer un réseau, de le mettre en place, de l'administrer. On va voir vraiment un peu comment tout ça, ça s'élabore, comment ça fonctionne, tous ces réseaux-là. Évidemment, on est dans une réalité canadienne où il y a un nombre important de réseaux santé avec le chapeautage de la Société santé en français. Il y a vraiment des réalités qui sont différentes d'une province à l'autre. On parle d'asymétrie, hein, évidemment, dans tout ça. Je pense que si vous avez regardé également la présentation précédente avec le Manitoba, vous avez vu que tout l'ensemble des partenaires est basé sur cette fameux pentagramme de l'OMS sur le partenariat pour l'accès des services en santé. Hein, on voit que tout ça s'inspire de cette façon dont on a choisi de travailler dans le cadre du mouvement santé en français dans le pays. Pour moi, toute cette question-là du réseautage, ça a été une façon de mobiliser beaucoup d'intervenants à travers le temps. Des institutions, mais des personnes surtout. Hein. Puis moi, à un moment donné, c'était comme mon réseau, c'est ma liste de numéros de téléphone, c'était ma liste de personnes contacts, c'était au niveau institutionnel, c'était les rencontres, les discussions, tout ça. Parce que tout ce qu'on veut arriver à faire, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble de nos partenaires pour créer ce fameux accès-là aux soins de santé. Et pour moi, il y a toujours une question au centre de tout ça, c'est que quand on parle d'accès santé dans le cadre d'un partenariat ou d'un réseautage, c'est que tout le monde se pose la question, mais l'accès santé en français, des soins de santé en français, qu'est-ce qu'on fait avec ça ou qu'est-ce qu'on fait pour ça? Et donc, c'est vraiment la façon dont chacun des provinces territoires s'organise pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, l'accès aux soins de santé, nous, l'ensemble des partenaires. Mais comme vous l'avez bien compris déjà, il y a beaucoup de modèles qui existent. Nous, on va vous présenter 4 régions, 4 approches avec des visages différents. On a présentement avec nous 4 personnes qui sont des directions de réseau santé à travers le pays. Tout d'abord, il y a Paul Denis, qui est directeur général du réseau santé en français de l'Alberta, qui est avec nous. Bonjour, Paul. On a Julie Lantaigne, la directrice générale du réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario. Et ensuite, Élise Arsenault, la directrice du réseau santé en français de l'île du Prince-Édouard. Et puis, c'est le RIS-FIPE. C'est pas FIPE, mais c'est FIPE. Et le analyste également des services en français santé de l'île du Prince-Édouard. Et puis, vous voyez, on va de l'ouest en est, mais on va terminer au nord. Et puis, c'est Sandra Saint-Laurent, qui est la directrice générale du partenariat communautaire en santé, le PCS. Bonjour à tout le monde, à vous. Donc, il y a une première partie de la présentation de cet après-midi où il y aura
chacun des panélistes qui viendront nous expliquer un peu quel est leur modèle. Hein. Donc, ils auront des présentations PowerPoint. Et ensuite de ça, ça sera suivi par une période de questions. Moi aussi, je me permettrai aussi de poser des questions, d'éclaircissement et tout ça, de manière à ce qu'on ait une conversation là, qui va être engagée. Pour vous, les participants et participantes, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser le chat et Véronique, qui est l'animatrice de ce rendez-vous, se fera le plaisir de prendre vos questions et de le poser à votre place. Et puis, vous pourrez indiquer dans le chat à qui vous dirigez votre question, à savoir si c'est une personne en particulier ou si c'est à tout le monde. Donc, on commence d'abord on commence à l'ouest, et puis je vais laisser le temps à nos gens de mettre les PowerPoint. Donc, vous allez pouvoir décider si vous voulez le PowerPoint en français. Si vous allez sur votre écran, vous avez les options de vision. Vous pouvez le mettre en anglais ou en français. Donc, moi, je le mets en français puisque je vous parle en français, mais évidemment, il y a tout un système d'interprétation qui vous permet aussi de comprendre la conversation qui va se dérouler. Donc, on va essayer de ne pas parler trop vite non plus pour les interprètes de manière à ce qu'ils puissent fonctionner. Donc, voici les panélistes sont là. Maintenant, on va demander à Paul de bien vouloir faire sa présentation. Donc, on a dit 5 minutes par présentation. Paul, si je t'interromps, je t'interromprai à peu près 30 secondes avant les 5 minutes. Merci, Roger. Alors, je vais parler vite parce que 5 minutes, ça coule très, très vite et on a plein de choses à dire. Alors, si tu veux avancer à la prochaine diapositive. Moi, je vais vous parler d'abord et avant tout de la situation socio-politique dans laquelle nous vivons dans l'Ouest et plus particulièrement dans les provinces de la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique, parce que ces trois provinces-là se ressemblent beaucoup dans ce que j'appelle, moi, la francophonie défavorisée. Je vais commencer par ça, mais n'inquiétez-vous pas, je deviendrai très positif par après. Mais pour commencer, il faut reconnaître quand même que dans l'Ouest canadien, nous sommes dans des provinces où il n'y a pas de loi provinciale qui oblige ou qui engage le gouvernement de notre province à offrir des services en français, que ce soit dans le domaine de santé ou autre chose. Nous faisons moins de 3% de la population. En Alberta, par exemple, on compte 90 000 francophones ou à peu près, mais c'est une population de 4 500 000. Alors, finalement, ça fait moins de 3%. Et le problème en partie aussi, c'est qu'on n'a pas de concentration de francophones. Et la même chose existe en Saskatchewan et en Colombie. On est peu nombreux, on n'a pas de poids politique, si on veut, parce qu'on est moins de 3% de la population et on n'a pas de loi. Mais il y a aussi à ça, il faut ajouter une pénurie de professionnels de la santé bilingues. Ça se vit partout au pays, je pense, particulièrement dans les régions rurales. Les services de santé sont une compétence provinciale. Alors, chaque province a juridiction sur la gestion des services de santé en français. Alors, quelques exceptions pour ce qui est de la concentration de francophones. À Edmonton, on est chanceux, sur 30 000 francophones, on a un quartier francophone où il y a une concentration importante qui permet la mise sur pied, qui est un centre de santé communautaire qui existe au cœur de la ville, au cœur du quartier francophone, où les gens peuvent avoir un service en français auprès de 6 médecins de famille. Mais ailleurs dans la province, il y a très peu de concentration, il n'y a pas assez de fait de concentration de francophones pour faciliter le service en français. La prochaine page, s'il vous plaît. Alors, ce que j'appelle la francophonie favorisée, c'est là où il y a une loi provinciale. Et peu de gens, je me suis aperçu depuis quelques années que je parcours la province, peu de gens ne savent que il y a des lois provinciales dans certaines provinces, l'Ontario, Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, mais les lois vont aussi loin que la loi le permet d'aller. Alors, dans certaines lois, il y a beaucoup plus de possibilités, mais dans d'autres, moins. Il y a des nombres importants de francophones dans certaines provinces et dans certains coins de province. Et donc, il y a un poids politique et la concentration permet évidemment l'offre de services beaucoup plus facilement.
À la prochaine page, s'il vous plaît. Alors qu'en Alberta, il y a quand même eu des gains. Si on retourne en arrière, on a créé le réseau de santé en 2004. On n'a pas fait vraiment beaucoup de travail de recherche, si on veut, comme le Manitoba l'a fait, on vient de l'apprendre, pour déterminer les besoins des communautés francophones en Alberta. Et quand je parle des communautés francophones, je parle de la communauté qui est là depuis très longtemps, c'est-à-dire les descendants des pionniers, qui font 25% de la population. Ces gens-là, évidemment, c'est troisième, quatrième génération. Ils sont très bilingues, parfaitement bilingues. Alors, la barrière linguistique ne veut pas dire autant pour eux que pour d'autres. Nous avons aussi 50% de la population francophone qui nous vient de d'autres provinces, particulièrement du Québec, Nouveau-Brunswick, et ces gens-là préfèrent être servis en français dans le domaine de la santé. Un autre 25%, le plus récent, celui-là, ce sont les immigrants qui nous viennent de l'ouest d'Europe et aussi, surtout même, de l'Afrique, des pays francophones noirs qui deviennent de plus en plus nombreux dans l'ouest canadien. Notre rôle à nous, c'est de sensibiliser les décideurs politiques et les gestionnaires de la santé. On a commencé à faire ça. On a une première rencontre avec le ministre de la Santé au mois de mars 2021. Imaginez-vous, première rencontre avec le ministre. Alors, ça fait longtemps qu'on essaie de percer cette armure-là. Et finalement, on y arrive. On a présenté un mémoire avec nos 7 recommandations et maintenant, le plan d'action du ministère de la Santé contient 2 de nos recommandations. Mais ce plan d'action-là existe maintenant grâce au fait que nous avons depuis juin 2017 une politique en matière de francophonie. Ce n'est pas une loi, c'est une politique. Ce sont en quelque sorte des bons mots, des vœux pieux, si on veut, d'appuyer la francophonie en autant que ça ne coûte rien à la province. Alors, c'est des de choses-là qui nous permettent quand même de dire on peut influencer le gouvernement dans son plan d'action en lien avec la politique en matière de francophonie. Et 2 de nos recommandations sont dans cette politique-là ou dans ce plan d'action. Il s'agit de dénombrer les professionnels de la santé qui parlent français et dans quelle discipline et où ils se trouvent, qu'on puisse les amener à offrir des services en français là où se trouvent les populations francophones en Alberta. Et la même chose, je pense, vaut pour les autres provinces de l'Ouest, où on essaie d'amener les professionnels de santé à offrir des services là où sont les francophones. À la prochaine page, s'il vous plaît. Alors, nous avons en Alberta, par exemple, le centre de santé communautaire Saint-Thomas, je l'ai mentionné tout à l'heure, 6 médecins. Nous avons un centre de santé communautaire aussi dans le nord-ouest de la province, à McLennan. Et ça existe pas parce que le gouvernement a offert des services en français, mais non, c'est parce qu'il y a 9 villages francophones dans cette région-là, la grande région de Rivière-la-Paix, qui se sont dotés eux-mêmes d'un centre de santé communautaire en faisant beaucoup de travail pour aller chercher des professionnels de la santé, médecins, etc., pour qu'à cet hôpital-là, à McLennan, un petit village de 700 personnes, qui regroupe les francophones de 9 villages et qui offre certains services hospitaliers, et pas tous, parce que même que dernièrement, on a construit beaucoup d'hôpitaux régionaux, alors des hôpitaux importants, dont à Grande Prairie, par exemple, High Prairie et à Peace River, ce qui fait qu'à l'hôpital Sacré-Cœur, il n'y a plus de service pour que les femmes puissent donner naissance à leurs enfants. Il faut qu'ils aillent ailleurs. Ensuite, il y a des cabinets cliniques de médecine familiale où on a pu identifier des professionnels de la santé qui sont francophones ou bilingues et qui peuvent offrir des services en français. Et ça, c'est dans plusieurs disciplines, les dentistes, les psychologues, etc. Et on essaie de faire connaître ça, évidemment, à la population. On travaille de beaucoup maintenant avec toutes les organisations à travers la province, toutes les organisations francophones pour faire passer le message, pour faire connaître les services qui sont disponibles en français et que la population peut aller chercher. On a des centres de soins de longue durée, comme le Centre de santé Saint-Thomas, ici à Edmonton, où il y a un service pour les personnes qui sont encore autonomes, alors une 60aine d'appartements pour les personnes autonomes, et dans le même complexe, des services de soins pour qu'on puisse répondre aux besoins des aînés qui sont en perte
de capacité quotidienne. Alors, c'est dans ce centre-là où on essaie de regrouper autant de francophones que possible, mais une des difficultés que nous avons, c'est que ces centres-là sont en grande demande et la liste d'attente pour les soins de longue durée sont très longues et aussitôt qu'il y a une place, c'est souvent un anglophone qui vient s'installer parce que les services de santé ont une liste de priorités et ce n'est pas des francophones qu'on nous envoie régulièrement. Alors, on travaille de fait avec les gestionnaires de la santé pour essayer d'envoyer autant que possible des francophones à ce centre-là, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a des manoirs aussi pour les aînés, comme le manoir du Lac dans le nord-ouest de la province, la Villa Beau Séjour à Falaise, c'est un autre petit village francophone. Saint-Thomas et Saint-Joacin, ce sont des manoirs ici à Edmonton. Il y a une à Calgary aussi. Alors, c'est à peu près ça, beaucoup de travail à faire de sensibilisation auprès des gestionnaires et des décideurs politiques, d'engager les professionnels de la santé, de se prononcer et d'offrir des services en français, et ensuite de sensibiliser la communauté pour que la communauté puisse entreprendre ou aller chercher des services en français. Alors, comme vous pouvez réaliser, on n'a pas d'hôpital comme Saint-Boniface, par exemple, ou à Ottawa, l'hôpital Montfort. On n'a pas de service offert directement par les gestionnaires de la santé. Ce qu'on a, c'est ce qu'on était capable d'aller créer nous-mêmes. Ça va prendre un certain temps, je pense, avant que l'Alberta et les deux autres provinces de l'Ouest puissent compter sur une loi provinciale. Alors, Roger, je pense que je vais te remettre le micro parce que tu as l'air étant... Je ne sais pas si j'ai dépassé les 5 minutes, là, probablement. Non, ça va, ça va. Moi, non, mais ça me fait sourire parce que la situation, comme tu dis, en Saskatchewan est probablement pas nécessairement meilleure que la vôtre en termes de situation d'accès aux services, mais quand même, je vois que chez vous, quand même, il y a des services qui sont là, qui sont rendus, et vous travaillez fort. Puis je suis certain que ce n'est pas toi tout seul, Paul, qui fait tout ce travail-là, là, hein? Oh non, on engage tout le monde. Et surtout les bénévoles. On travaille beaucoup avec des bénévoles. Ben, c'est ça. Donc, maintenant, on va se déplacer vers l'Ontario. Et Julie a possiblement une façon différente de voir le réseau parce qu'elle vit dans une province qui est très grande, qui a beaucoup de population. Elle vit dans le sud et puis c'est la population la plus nombreuse au Canada, je pense. Et elle est responsable de ce réseau-là, mais il y en a 3 réseaux également en Ontario. Donc, elle partage également son travail avec d'autres réseaux. Donc, Julie, je te présente. Donc, vas-y pour nous présenter ton modèle en Ontario. Merci beaucoup, Roger. Donc, en effet, oui, il y a 3 réseaux qui couvrent la province de l'Ontario. C'est une très grosse province sur le côté populationnel et aussi sur le côté géographique. Et puis, le modèle que vous voyez devant vous, c'est l'Organisation mondiale de la santé et c'est les partenaires avec qui on travaille tous. Pour bien mettre la table, ce qu'on a décidé de faire, c'est vous donner un petit peu de chiffres, parce qu'on parle toujours comment grand c'est l'Ontario, comment gros c'est, combien de nombre qu'il y a. Mais quand on commence vraiment à regarder ce que Statistique Canada nous donne, c'est beaucoup plus important de savoir exactement avec qui tu vas travailler. Donc, la population de l'Ontario a dépassé 15 millions en 2021-2022. Vraiment, une grosse partie de ça, c'est en raison de migration internationale. Je pense qu'on est tous au courant de plusieurs choses qui se passent au travers du pays. Et puis, l'Ontario accueille au-delà de 300 000 personnes l'année passée. 40% de la population du Canada vivent en Ontario. Et moi, je couvre seulement le sud-ouest de la province. Donc, avec 15 millions, on dirait le sud d'une province devrait être vraiment divisé en 3, mais en réalité, il y a 13,6 millions de personnes qui vivent dans le sud-ouest de la province.
Il y a 1,5 million de personnes qui parlent français en Ontario. Par contre, il y a seulement plus de 600 personnes qui sont reconnues comme des francophones ou se disent francophones. Donc, ça veut dire qu'on a plusieurs personnes qui nous arrivent des pays où le français n'est peut-être pas la première ou la deuxième langue. Aussi, on a des gens qui ont qui vont à l'école pour avec l'immersion et apprennent à parler français et ont peut-être l'héritage francophone. Donc, 11% de la population canadienne a un héritage francophone. Vous pouvez le trouver sur StatCan. Ça m'a comme surpris un petit peu. Je trouve ça super intéressant. Quand tu regardes les chiffres en général, malgré qu'il y a une grosse population générale, quand tu regardes au poids populationnel, tu regardes à 1% ou à 3%. Parce qu'il y a beaucoup d'individus, donc même si tu as au-delà de 600 personnes qui sont francophones ou 1,5 million, quand tu compares aux 15 millions, le pourcentage n'est vraiment pas un chiffre efficace pour pouvoir nous aider. Pour vous donner une idée de combien d'établissements existent, parce qu'un de nos, c'est les gestionnaires de la santé, une de nos catégories, et les professionnels de la santé. En Ontario, il y a 141 hôpitaux publics avec 217 sites. Ça ne veut pas dire qu'ils sont francophones. Ça veut dire qu'ils sont des hôpitaux et ont des sites. Il y a aussi dans la section pour les institutions de formation, pour commencer, il y a 3 écoles de médecine juste dans le sud-ouest de la province, avec des sites satellites aussi. Il y a 3 conseils scolaires. Ces conseils scolaires francophones-là représentent plus de 70 000 étudiants. Donc, il y a beaucoup de personnes à réseauter avec, il y a beaucoup de personnes à travailler avec. Et nous avons aussi une population qui n'est pas juste, qui est aussi immigrante. Donc, 38% de nos gens qui arrivent aussi, c'est des gens qui immigrent en Ontario. Durant notre présentation plus tard, ce que je veux faire, c'est parler vraiment, si on peut sauter à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, vous voyez tous nos partenaires, vous voyez le nombre de personnes qu'on doit faire affaire avec. Ce que vous allez voir là, c'est un exemple qui nous arrive de la plateforme Accès Équité, qui vraiment a été adapté, qui vient des programmes de reconnaissance en langue officielle. Et puis, dans ce travail-là, ce qu'on a pu faire, c'est beaucoup d'avancer dans certains endroits, des défis avec d'autres endroits. Mais je pense que ça va venir durant les questions, la période des questions, où on peut vraiment rentrer dans qu'est-ce qui était vraiment structurant, qu'est-ce qui était stratégique, parce qu'il faut être stratégique avec tant de population, et puis qu'est-ce qui a eu des succès et où on a eu des défis aussi. Donc, je vous remercie beaucoup. Et voilà, Accès Équité. Bon, merci beaucoup, Julie. Donc, une province abondante en population, mais quand même en pourcentage. C'est intéressant ça, de voir ça. Mais pourtant, hein, vous avez quand même une loi qui vous aide. Hein? Paul parlait qu'il n'y avait pas de loi, seulement une politique des services en français. Vous avez quand même cette option-là d'avoir une loi qui vous appuie, même si en réalité, les établissements qui sont là ne sont pas nécessairement tous des établissements où il n'y a pas rien de consacré pour des établissements francophones. Absolument, Roger. Donc, il y a une loi. Une loi est aussi bonne qu'elle va être impliquée, qui veut dire que tu as besoin des gens qui sont là pour championner ces lois-là. Mm-hmm. Ouais. Maintenant, on se déplace plus encore à l'est et on va rejoindre Élise Arsenault. Élise, qui est impliquée dans le réseau, dans la Société Santé en français depuis ses débuts, là, qu'elle a œuvré là-dedans. Donc, elle a vu tous les progrès qui sont faits, mais aussi, elle a quand même une façon spéciale de vivre son réseautage à l'île du Prince-Édouard.
qui est une petite île, hein, c'est insulaire, mais quand même, c'est un modèle intéressant et important. Élise, je te demanderais peut-être de prendre la parole pour les 5 prochaines minutes et de nous dire c'est quoi votre modèle, là? Bonjour. Merci de l'invitation de participer à ce panel ici aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais peut-être juste vous donner quelques données démographiques qui positionnent un peu l'île du Prince-Édouard. La population actuellement est de 167 680. Ça, c'est des statistiques d'avril. C'est une augmentation annuelle d'à peu près 3,1 %. On voit je pense que dans les dernières 5 années, notre population a augmenté presque de 30 000 habitants. Donc, ce qui fait en sorte que la population de langue maternelle française, présentement en 21 à 4 560. Donc, nous aussi, on se trouve 3 % de la population. Puis pour nous, c'est une baisse de 12 % par rapport à l'année 2011. Toutefois, on peut être encouragé parce que la population qui connaisse à la fois l'anglais et le français, on a passé à 19 385. Donc, 12,7 % de notre population parle les 2 langues officielles. Pour nous, c'est une augmentation depuis 2001. Puis, c'est important de noter ça puisque au moins, on maintient le cap là. Du côté de nos écoles francophones, nos centres scolaires communautaires, on est chanceux parce qu'on a présentement une école française dans chacune des régions acadiennes et francophones à travers la province. Donc, de Tignish à East Point, on retrouve des écoles françaises, mais la majorité des parlants français se trouvent encore dans le comté Prince de l'île du Prince-Édouard. On sait aussi que présentement, on a 58 % de nos écoles francophones à l'île qui offrent des programmes d'immersion. Pour nous, c'est très, très important ça parce que notre main-d'œuvre francophone ne va pas seulement venir des personnes qui habitent les écoles françaises, mais également des personnes qui fréquentent les écoles d'immersion. Une statistique importante que j'ai vue dernièrement, en 2016, des données de Statistique Canada. Apparemment, il y a 890 professionnels de la santé qui existent, qui indiquent qu'ils parlent français, mais que seulement 200 personnes qui l'utilisent au travail. Ça fait où est-ce qu'ils sont, là, ces personnes-là? Il faut les trouver. Donc, tu ne les connais pas tous, là, alors? Hein? Pas encore, puis ça m'intrigue parce que j'aimerais donc toutes les trouver. On y travaille. OK, la prochaine diapo, s'il vous plaît. À l'île du Prince-Édouard, on est chanceux parce que du point de vue du contexte insulaire législatif, on a une loi ici à l'île du Prince-Édouard sur les services en français qui a été déclarée en décembre 2013. Avant ça, on avait une loi, mais en 2013, on a réécrit une nouvelle loi. Puis dans cette nouvelle loi-là, je pense que ce qui a été déclencheur pour nous autres, c'était que la désignation des services va se faire sera basée sur la demande et la capacité du système d'offrir des services en français. Ça fait que pour nous, bien sûr, toute cette question-là, ça nous a ouvert la porte à toute la question de la variable linguistique puis vraiment avoir des vraies données. Donc, on a joué sur ça. Cette loi-là, ça cible tous les ministères et les agences de l'île du Prince-Édouard. Puis nous, les agences et les ministères qui nous interpellent le plus, ce sont le ministère de la Santé et du Mieux-être, la Commission de la fonction publique, le ministère du Développement social et du Logement, parce qu'eux aussi sont assujettis à cette même loi-là. Puis, une partie des exigences de cette loi-là, c'est que chacun de ces entités-là, ces ministères-là, doivent préparer des plans d'action puis des rapports annuels chaque année. Puis ça, c'est exigé par la loi. Prochaine étape.
Puis nous aussi, notre modèle de partenariat, on se base, comme les autres réseaux d'ailleurs, sur le modèle de l'Office mondial de la santé. Donc, les 5 partenaires clés, les institutions de formation, les décideurs, la communauté, les professionnels, puis les établissements. Puis on est chanceux parce qu'on a des représentants de chacune de ces catégories-là sur notre conseil d'administration. La manière qu'on est structuré, notre conseil, on a un coprésident gouvernemental, puis on a aussi un coprésident communautaire. Donc, on trouve 8 représentants du gouvernement à notre CA et 9 représentants de la communauté. Puis, en termes de représentants du gouvernement, on a, par exemple, des représentants pour les soins à domicile, les soins de longue durée, la santé primaire, les ressources humaines, la planification, les évaluations. Donc, on a une bonne représentation au sein de notre CA. Puis, ce modèle-là, ça a venu parce que à un moment donné, dans le mouvement, dans les débuts des années 2000, on était toutes portées, les provinces, de développer chacun de notre côté nos modèles. Puis nous, à ce moment-là, le gouvernement a dit, on peut préparer le plan d'action pour les langues officielles. Puis la communauté a dit non, il faut que notre modèle de réseau de santé, nous, il faut absolument que ça comprenne à la fois la communauté et le gouvernement. Donc, c'est ça qui a vraiment dressé la base de notre mouvement puis de notre approche ici à l'île du Prince-Édouard. Ce que j'aime à propos de cette approche-là, c'est que ça permet à la communauté de mieux connaître le système de santé. Puis ça renforce vraiment les capacités communautaires. Parce que souvent, les gens, ils ne comprennent pas le fonctionnement, les rouages, comment ça fonctionne au gouvernement. Puis ça lui donne un forum, ça lui donne une table où ce que c'est qu'ils peuvent autant en apprendre à propos du système et autant pouvoir contribuer au dialogue puis de s'exprimer ce qui marche pour eux, etc. Donc, c'est une très bonne plateforme pour le renforcement dialogue communauté-système parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on avait avant. Une autre particularité du réseau ici à l'île qui n'est pas nécessairement présent ailleurs, mais qui, tu vois quand même des similarités ici et là, c'est que nous, la directrice du réseau, moi-même, j'ai également la personne, l'analyste des services de santé en français pour Santé IPE, Health BI. Donc, ça nous permet un plus grand accès aux fonctionnaires, aux décideurs et aux gestionnaires des établissements de santé parce qu'on fait partie de cette même équipe-là. Puis, ça nous permet aussi de mieux positionner nos dossiers parce qu'on connaît mieux les opérations puis les orientations que prennent Santé IPE. Puis, c'est pas tous les réseaux qui ont accès à ce genre d'informations parce que, tu vas probablement attendre parler des nouvelles initiatives même avant que le public attende parler des choses qui s'en viennent. Puis, à cause de ça, souvent, on est demandé de participer à des comités à chaque fois qu'il y a des nouvelles approches. Donc, c'est pour nous un forum où on peut plus facilement faire valoir les besoins de la communauté, puis aussi proposer des solutions puis des outils aux gens pour qu'ils puissent réellement augmenter l'accès. Prochaine. Un autre aspect, c'est qu'en étant dans ce genre de Complète rapidement, là. Oui, ça nous donne aussi accès, par exemple, à des services de traduction, etc. Mon salaire en entier est payé par la province, donc il libère plus de fonds pour les employés ici. Nos dossiers prioritaires, ça a été les soins de longue durée, les soins à domicile, la santé primaire, la collecte de la variable linguistique, ça c'est un gros morceau qu'on a fait des avancées. La petite enfance, le recrutement des professionnels formés à l'étranger, puis bien sûr la transformation des systèmes. On met beaucoup d'efforts sur la question des ressources humaines parce que pour nous, c'est la nerf de la guerre. On peut convaincre les gens de créer des postes désignés bilingues, mais si on n'a pas nos ressources humaines pour combler ces postes-là, c'est certain qu'on ne va pas augmenter l'accès aux services.
Merci. Merci beaucoup. Ben, écoute, c'est vraiment un modèle fantastique là, dans le sens que vous avez d'un côté un pied dans le gouvernement au niveau du système et un pied dans la communauté. Vous êtes entre les deux, puis vous transigez d'un milieu à l'autre. Hein? Et donc, il y a beaucoup, c'est ce que tu disais, là, ça permet beaucoup de dialogue. Pourtant, vous êtes la plus petite province au Canada. Mais vous n'êtes pas la plus petite population au Canada. On s'en va maintenant dans le nord, où on a des populations qui sont encore beaucoup plus modestes en nombre, mais qui font du travail de réseautage également. Donc, je vais inviter Sandra Saint-Laurent de Partenariat Communautaire en Santé de nous dire un peu comment ça se passe, ce fameux réseautage. Qu'est-ce que ça donne? Quel est votre contexte? J'allais faire Sandra. une blague, Roger, puis dire c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc, juste pour que les gens qui avaient vu dans le programme, ça devait être Audrey Fournier des Territoires du Nord-Ouest qui est présente, mais je la remplace à pied levé. Et moi, je représente le Yukon, qui n'est pas le territoire du Nord-Ouest, mais le territoire le plus au nord-ouest du pays, donc juste en haut de la Colombie-Britannique et à côté de l'Alaska. Nous sommes effectivement un petit territoire avec une population de 43 000 personnes. Il y a environ 5 % quand même de notre population qui identifie le français comme langue première. Puis à peu près 15 % de gens de notre population identifient qu'ils peuvent parler dans les deux langues officielles à la maison. Donc, on est quand même chanceux avec une petite population d'autour de 2000 parlants francophones première langue, mais avec beaucoup de gens qui peuvent parler deux langues. Ça vient principalement du fait que 75 %, à peu près les trois quarts de notre population vient d'une autre province ou d'un autre territoire au Canada. Donc, beaucoup de mobilité, une population migratoire. Et puis, seulement 15 % viennent du Yukon, 12 % proviennent de l'immigration. Puis, la destination... pas la destination, mais le Yukon est une destination très prisée, je dirais, principalement pour les Européens. Donc, le premier pays d'immigration qu'on a, c'est la France, suivi par la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Donc, on est une immigration francophone très européenne. On a aussi une population francophone qui représente, quand on la met toute ensemble, plus que la population de la deuxième plus grande ville chez nous. Donc, c'est quand même pas rien parce qu'on a plein de petits campus communautaires qui ont été développés pour des très petites populations, mais qu'on n'a encore rien qui est développé pour une population qui est plus grande que la deuxième ville, qui est la population francophone. Si on va en parler avec la pénurie des professionnels de la santé, chez nous, ça se fait sentir, d'autant plus qu'on a une université seulement depuis le mois de mai 2020, qui était en pleine pandémie, et puis qu'on n'a pas de programme de formation en santé. On a seulement qu'un programme en santé et rien en français. Et on a aussi une population qui, lors du dernier recensement, c'était le territoire a enregistré une hausse de 15 % de la proportion de francophones qui ont le français comme langue première officielle parlée. C'est le seul endroit, en fait, au Canada où il n'y avait pas une baisse de la prédominance du français à la maison. Donc, et on remercie ici Émilie Lavoie, qui est analyste de Statistique Canada, qui nous a fait une belle citation. On dit toujours que les statistiques, des fois, on ne peut pas sortir rien de ça, mais elle a dit « Nous n'avons pas encore tous les facteurs explicatifs, mais nous savons que la communauté francophone du Yukon est très active et très attractive. » Donc, merci à Émilie Lavoie pour avoir saisi l'essence de notre communauté de façon aussi évidente. Et puis, vous verrez que ici, la petite pomme verte, c'est notre logo du réseau Santé en français. On peut tourner. Alors, dans ce contexte de pression démographique-là croissante, on croirait qu'avec autant de francophones qui arrivent et qui restent et qui s'installent, on pourrait facilement justifier d'avoir des services de santé en français au Yukon, mais non, ce n'est pas le cas. Ça demande des efforts de tous les jours et puis de tous les temps. Alors, bien que nous ayons une loi sur les langues officielles qui reconnaît le français comme langue depuis 1988, ça n'a pas empêché que lors de la dévolution, c'est le transfert des institutions et des programmes de santé du fédéral au territorial dans les années 90, c'est en particulier 95-97,
Massachusetts, dans le cas d'hôpital, il n'y avait aucune clause linguistique. D'avoir une loi sur les langues, c'est bien, mais si elle n'est pas appliquée, si on n'a rien à côté pour la mettre en place, si on fait des choses comme omettre de mettre des clauses linguistiques, ça ne sert pas grand-chose pour la communauté. Ce qui fait que quelques années plus tard, alors qu'avant la dévolution, dans les années 80, on avait des services de santé bilingues, étant donné que c'était fédéral. En 2002, il ne restait que 6 postes désignés bilingues à travers le gouvernement du Yukon, dont 1,25 en santé et 1,25 en travail social, ce qui est très peu. Alors, ce qui a créé un conflit, si je veux, ou une certaine opposition, ce qui a mené l'Association franco-yukonaise, l'association porte-parole, à déposer son cas au programme de contestation judiciaire. Puis, quelques années plus tard, le réseau est venu et a changé un peu la donne. Donc, on est passé d'une position vraiment d'opposition à une position où aujourd'hui, le dernier plan des services de santé en français propose la création de, pas propose la création, indique la création de 70 postes désignés bilingues en santé seulement. Donc, on passe en dedans de 15 ans à vraiment d'un paradigme à l'autre de façon assez je dirais, contrastée. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? C'est qu'il y a une petite graine de pomme, hein, vous vous souvenez de la pomme, qui est tombée en terre yukonaise et qui a germé. On peut passer à la prochaine. Alors, changement climatique, oui. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une fake news, il n'y a pas de pommes. Hein? Il n'y a pas de pommes au Yukon, ça ne pousse pas au Yukon, les pommes. Ça prend un réchauffement particulier, un réchauffement de climat, sociologique, politique, toutes les hic. Donc, c'est arrivé, ça s'est fait à travers justement la création de la Société santé en français et de ses réseaux en 2003. Alors, on a changé la façon, le climat a changé, on a changé la façon de faire, on a travaillé plutôt en partenariat avec le même modèle que mes collègues viennent d'annoncer. Alors, notre pomme a 5 quartiers avec les représentants que vous voyez là. Et puis, c'est ensemble qu'on a pu vraiment changer la façon. Le réseautage est devenu l'engrais qui a permis à nos projets vraiment de pouvoir germer, puis à nos petites pommes de mûrir. Donc, on en a eu plusieurs. Je vais vous présenter juste une aujourd'hui pour vous montrer un petit peu à travers le schéma de vie. C'est le schéma de vie de la pomme qui prend le plus de temps. C'est une sorte spéciale. On peut aller à l'autre petite diapo. C'est une sorte spéciale qui demande beaucoup d'eau, beaucoup de soleil, beaucoup d'amour. C'est un pommier nordique qui donne des fruits une fois tous les 20 ans, c'est-à-dire un projet qui permet de rassembler les partenaires autour de la création d'un point de service de santé en français. Ça prend du temps. Donc, on peut aller sur l'autre diapo, s'il vous plaît. Alors, comment ça a fonctionné chez nous? En 2003, vous vous souvenez que ce n'était pas trop super top génial de travailler dans les services de santé en français à cette époque-là. Mais en 2003, l'Association franco-yukonaise avec le PCS décide d'embarquer avec les autres partenaires, puis de faire une étude de besoins sur les besoins en santé des francophones du Yukon. Ce qui a permis, un petit peu plus tard, en 2002, d'aller voir le gouvernement pour les inviter à travailler avec nous sur un projet qui s'appelait « Préparer le terrain ». Alors, les collègues se souviennent, préparer le terrain, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir comment on peut organiser des modèles de livraison de services pour notre communauté. Donc, tranquillement, on a changé, on a créé le PCS, on leur a dit, vous venez à notre table, on va travailler ensemble, ça va bien aller. Il va y avoir la SSF qui est là, qui va nous aider, on est plein de monde ensemble. On va se nourrir mutuellement de nos expériences. Entre 2004 et 2006, entre 2006 et 2016, on a eu le temps de faire plusieurs choses, donc du positionnement politique, de la mise à jour d'un plan pour un centre de santé, d'aller chercher des alliés dans les associations professionnelles, et aussi, comme disait Annie du Manitoba, c'est toutes des choses qui prennent du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain de convaincre le gouvernement d'embarquer là-dedans, surtout quand le but ultime, c'est de leur dire qu'il faut que vous développiez un centre de santé bilingue que vous allez prendre en charge. Donc, en 2013, puis on fait aussi des demandes de subvention pour qu'en 2016 et de 2016 à 2018, on puisse commencer à faire des tournées des meilleures pratiques. Alors là, c'est intéressant, le réseautage, non pas seulement c'est fait localement ou avec le national, mais c'est fait avec tous les autres réseaux qui avaient des
des modèles de livraison de services qui nous intéressaient. Alors, on est parti, on a amené des gens du gouvernement du Yukon. On est allé voir justement, toquer à la porte de nos collègues ici, nord de l'Ontario, île du Prince-Édouard, Manitoba, pour aller voir des modèles. Donc, on a pu utiliser le réseautage, mais cette fois inter-réseau, pour pouvoir se nourrir dans ce projet-là. En 2018, on a eu une étude de faisabilité qui a été faite avec un partenariat, encore une fois, PCS et ministère de la Santé. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a aussi une table de concertation sur les services en français qui nous permet, le PCS et l'Association franco-yukanaise, de travailler directement avec le sous-ministre en santé. Donc, ça, c'est quelque chose qui était aidant, qui a été développé dans ces 10 ans-là. Puis, parallèlement, il y avait aussi une étude sur un examen externe des soins de santé au Yukon, puis on espérait vraiment pouvoir positionner le centre de santé bilingue dans cette étude-là, ce qui a été le cas, ce qui a permis que le centre de santé bilingue ait été une des 76 recommandations qui ont été mises dans le rapport « La population d'abord » et qui a été la première recommandation qui a été prise en charge par le gouvernement du Yukon, qui ont dit « Nous allons établir une polyclinique bilingue au Yukon », qui a été annoncée durant la pandémie, ce qui était vraiment une belle surprise pour nous. Et puis, depuis 2020, il y a un comité maintenant de mise en œuvre du centre de santé bilingue où on travaille avec justement Plateforme Équité. On était le premier cas tester Plateforme Équité qui regroupe des gestionnaires. Alors, de voir, nous, Yukon, on avait besoin d'avoir l'input de certains gestionnaires qui étaient déjà passés par ça. Et puis, Roger me fait le signe d'y aller vite. Donc, alors, c'est ça. On a fait du réseautage cette fois-ci avec les gestionnaires, aussi pour le recrutement des professionnels de la santé. Donc, si vous vous souvenez, les 5 quartiers, on va depuis le début solliciter la communauté, les gestionnaires, le gouvernement, les professionnels de la santé et les institutions de formation vont venir bientôt parce qu'on va vouloir faire de ce centre un lieu de stage pour les professionnels, les diplômés en bilingue en santé. Donc, ça, c'est une des choses. Vous voyez d'autres suivis, d'autres partenariats qui vont être faits. Si on passe à la prochaine diapositive. Alors voilà, le centre de santé bilingue Constellation. Alors comme vous voyez par le nom, c'est un hommage à la myriade d'étoiles. C'est un peu ça le réseautage, c'est de relier des étoiles ensemble puis de faire une image plus claire, puis aussi qui nous permet de nous guider. Alors c'est vraiment ça pour nous, le réseautage. C'est un projet qui a pris 20 ans et l'ouverture officielle s'est faite vendredi dernier, le 4 novembre. Donc, sans ça, aucun des partenaires qui aurait pu mener à lui tout seul ce genre de projet-là. C'est vraiment la synergie du réseautage localement, mais aussi avec les autres réseaux qui nous ont permis de nous nourrir de leur exemple, qui a permis d'avoir quelque chose comme ça, puis de répondre 20 ans plus tard, bien sûr, mais aux besoins de la population du francophone du Yukon. Voilà. Merci, Sandra. Et tu m'ouvres la porte vraiment à la question que je vais vous poser, mais brièvement, là, parce que tu nous ramènes à 2002. 2002, là, j'avais 50 ans, moi, et puis j'ai commencé aussi à m'impliquer avec le réseau à ce moment-là. Est-ce que vous êtes quand même conscient qu'il y a eu des progrès énormes qui ont été faits depuis 20 ans? Et est-ce que ces progrès-là auraient été possibles sans l'existence des réseaux? Qui veut se lancer là? Mais juste brièvement, moi je veux juste une confirmation que que le réseautage a eu un impact important pour en arriver là où on est aujourd'hui. Moi, je prendrais la parole, Roger. Oui. Donc, je suis tellement heureuse, Sandra, pour toi. Puis je suis heureuse de voir que tu as fait le commentaire que parfois, c'est du réseautage en interne aussi. Parce que même si on est une grosse province avec la population, vous avez vu nos petits nombres, il y a des projets qu'on est allé chez Sandra pour qu'elle faisait, qu'on ne pouvait pas faire comme quand elle allait chercher des gens directement à l'aéroport qui venaient faire des placements. Puis dans ma tête, je me disais, je peux pas me rendre à l'aéroport de Toronto puis rentrer tous les gens qui vont arriver, les apporter faire des épiceries, etc. Donc, on a travaillé communauté accueillante, mais d'une différente façon. Avec Élise, on a travaillé sur des dossiers aussi où seulement parler des soins de longue durée et des projets donc qu'ils avaient mis en place avec Élise, on a pu rapporter de ces concepts-là et maintenant on travaille avec plusieurs des maisons de soins de longue durée et on a un édifice au Maire de Laurier qui a des lits désignés pour les francophones
Ça a sorti de des plus petites provinces que nous. Si on veut faire souvent changer les choses, on a juste à dire, est-ce que vous êtes au courant au gouvernement qu'il y a des provinces qui sont plus petites que vous qui font des avancées? Et je peux vous dire que la compétition, elle est super intéressante à utiliser dans le réseautage. Oui, Oui. merci. Paul? Oui, c'était juste pour répondre à ta question, Roger. Une des premières choses qu'il a fallu faire à partir de la création, de mise sur pied des réseaux de santé, c'était d'abord et avant tout de sensibiliser notre propre communauté. Parce qu'il est évident que quand on vit dans une situation minoritaire, on devient accoutumé à ce qui existe autour de nous et on n'en tient pas compte. On va dans la vie, on est occupé, on a nos familles, etc. Et les choses sont comme elles sont, ben tant pis. On va se débrouiller. Alors, il a fallu aller sensibiliser notre population pour dire, écoutez, la demande active est importante parce que si on ne la fait pas, on n'aura pas d'offre active, puis si on n'a pas d'offre active, on n'aura pas de demande, puis on n'aura rien. Alors finalement, et on continue, il faut continuellement sensibiliser les 5 secteurs, mais en commençant avec les communautés. Donc, pour toi, ça commence. Puis moi aussi, j'ai vécu la même situation quand j'étais en Saskatchewan. On commence par la communauté. C'est là qui est le centre névralgique pour faire avancer les services en français et l'accès. Élise? Oui. Oui. 20 ans plus tard, là? 20 ans plus tard, on voit très bien l'importance du réseautage parce que, tu sais, des fois, on fait des choses puis on ne pense pas que ça va mener à des gros changements, mais quand que tout le monde, partout à travers le pays, qu'on fait chacun nos petits efforts, puis à un moment donné, qu'on échange sur ces meilleures pratiques-là, puis qu'on met en commun nos apprentissages, on se rend compte que le mouvement a quand même fait des progrès énormes. Puis je trouve que le fait qu'on s'est tous basés sur le même modèle de l'Office mondial de la santé, puis d'amener à la table les 5 partenaires, je pense que c'est pour ça qu'on voit les résultats ici aujourd'hui. Moi, quand Sandra parle, que finalement, l'ouverture du centre de santé au Yukon, je me rappelle lorsque j'étais directrice au centre de santé communautaire Évangeline, à ce moment-là, j'avais été invitée d'aller parler du centre de santé communautaire Évangeline à l'île du Prince-Édouard, à des décideurs politiques, puis à des gens de la communauté à ce moment-là. Ça fait, on voit, puis moi, je vais chercher de Sandra, tout ça quitte ses outils petits. Le projet Petite enfance en santé, toutes les kits qu'on a développés, je cherchais l'idée du Yukon. Puis ces échanges-là, on les fait de façon continue. Puis c'est ça qui est merveilleux à propos du mouvement. Puis si on arrête chacun pour ça, puis on dit, on a-t-il réellement fait beaucoup, beaucoup de progrès? C'est quand on transforme des systèmes, puis des systèmes qui sont souvent en crise, ça prend des années. Ce n'est pas des choses qu'on fait avec un projet. Ce sont des relations qu'on bâtit, ce sont des échanges, ce sont des personnes qu'on sensibilise. Puis ça prend tout ça pour que le mouvement devienne fort puis que le mouvement continue à progresser. Donc, tu vois beaucoup, beaucoup d'avancées, mais il nous reste encore énormément de travail à faire. Mais c'est encourageant de voir le progrès qu'on a subi au cours des 20 dernières années. Oui, et je suis d'accord avec toi que le réseautage, c'est vraiment relationnel. C'est vraiment les relations, les influences qui s'exercent d'une place et l'autre. Et tout le réseau, ce n'est pas juste un petit noyau, c'est des personnes qui connaissent des personnes, qui connaissent des personnes, qui connaissent des personnes. Et c'est une grande toile avec laquelle on fait bouger des choses. Mais en autant qu'on ait les 5 partenaires qui sont actifs, ça fonctionne bien. Quand il y a un partenaire qui n'est pas vraiment autour de la table, là, ça ne fonctionne pas toujours bien non plus. Là. C'est comme une roue où il manque un morceau. Là, hein. C'est poum, ça cogne. Là. Sandra, tu allais rajouter quelque chose? Oui, ben, c'est parce que je vois que Barbara est là, puis Barbara a toujours ce dicton-là, de seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.
moi, je ne pense pas qu'on aurait pu aller plus vite pour un centre de santé, créer un centre de santé, pour tout dire. Je pense que ça serait créé juste en anglais avant, là, parce qu'on a oublié de vous dire, là, mais c'est qu'il n'y en a pas de centre de santé du tout au Yukon. Donc, c'est le premier. Puis en plus, il est bilingue. C'est quand même assez impressionnant, je crois. Donc, je crois que ça, c'est ça. C'est sans toute l'aide de tout le mouvement, ce succès-là, c'est le succès de l'île du Prince-Édouard, du Manitoba, de l'Ontario. C'est tous les gens qui ont pu nous nourrir avec leurs exemples, avec leurs meilleures pratiques, qui ont eu cette générosité-là, ce partage-là, de pouvoir dire, bien, regarde, je comprends, c'est quoi ta situation? Tu sais, je vais te donner des éléments, mais il faut falloir qu'en gang chez vous, vous soyez capable de vous le réadapter, de vous le réapproprier, puis de l'adapter à votre réalité. Je pense que c'était ça, c'est vraiment pas, comme tu dis, facile parce que si on en manque un, c'est plus difficile. Dans notre cas, à nous, on a beaucoup de roulements de personnel. Comme je disais, c'est très migratoire chez nous. Donc, on doit resensibiliser les gens, les embarquer dans un modèle qui ne sont peut-être pas habitués. C'est quand même, il faut le dire, un nouveau modèle, de s'asseoir avec le gouvernement à part égale, puis de dire, bien, on va travailler ensemble sur une problématique, puis qui va nous permettre toutes les deux d'atteindre un objectif, c'est réduire les inégalités de santé pour les francophones. Donc, c'est quand même tout un travail. Il faut vraiment avoir une vision visionnaire, d'avoir, c'est comme une course à relais, mais aussi une course d'endurance, je dirais. Il faut vraiment, on aurait aimé ça, hein, l'avoir avant 20 ans, ce centre-là, ça fait longtemps qu'on l'attend. Mais c'est ça, c'est le genre de projet qui se fait grâce à cette synergie-là qui existe dans le mouvement. Être capable de dire... Mon expérience, c'est qu'un changement social, ça n'arrive pas avant 10 ans. Et je sais que les gouvernements qui financent les réseaux aimeraient bien que les réseaux puissent démontrer des choses vraiment extraordinaires à l'intérieur d'une année là, ou de 5 ans. Mais pour avoir, par exemple, travaillé pour la gestion scolaire, ça a pris 10 ans avant que ça puisse se faire. Maintenant, on travaille au niveau de la santé, ça prend peut-être encore plus de temps parce qu'on a moins de leviers constitutionnels qu'on avait peut-être avec l'éducation. Julie, tu voulais ajouter quelque chose? Bien, le plus que j'entends, on pourrait parler du réseautage pour très, très longtemps parce qu'il y a tellement de différents niveaux aussi au réseautage. Il y a le côté communautaire où on travaille vraiment, en bon français, on dit sur le plancher des vaches. Et puis, il y a tous les niveaux entre ça qui arrivent au niveau politique aussi. Et puis, on a certains réseaux qui travaillent du bas en haut et d'autres réseaux qui rentrent au centre pour monter en haut et en bas, et d'autres qui sont rendus direct au niveau gouvernemental, comme on a vu. Nous, on appelle ça la méthode de pieuvre, où tu parles à une personne, tu sèmes ta petite graine, Sandra, et ça l'avance, ça l'avance. Donc, il y a des changements en Ontario qu'on a pu faire. Dans notre tête, on le sait, ce qu'on va développer ici, on veut partager avec tout le monde d'autre aussi pour vous donner un levier de la même façon. Donc, ici, en Ontario, il y a aussi 6 entités de planification qui travaillent à l'intérieur de la province. Et puis aussi, on a le Conseil consultatif des services en français qui avise le ministre de Santé et le ministre de Soins de longue durée. Et c'est moi qui est la présidente du conseil nommé de cette année. Donc, et on a d'autres membres autour de la table qui sont tout de suite sur notre Zoom, qui font membres. Donc, vous avez des gens à ce niveau-là aussi. C'est de travailler avec tous ces gens-là et d'apporter tous ces gens-là ensemble pour s'assurer qu'eux en parlent à d'autres personnes et puis qu'on arrive à quelque chose de concret pour pouvoir le travailler. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Oui. Paul, tu as la main levée, Paul. Merci. C'est juste pour dire que c'est tellement évident qu'on a fait énormément de progrès dans 20 ans ici, même si on n'a pas créé un hôpital francophone, là, on a quand même été capable de créer des groupes de travail qui amènent des décideurs politiques du ministère de la Santé avec des gestionnaires d'Alberta Health Services et le réseau, plus des représentants de l'Association canadienne-française de l'Alberta à la même table pour commencer au moins les discussions à savoir comment on peut améliorer les services. Et depuis qu'on a cette petite politique en matière de francophonie de 2017, on a été capable d'influencer le plan d'action du ministère de la Santé. Ça, c'est chose qu'on n'aurait jamais été capable de faire si ça n'avait pas été du mouvement de la Société Santé en français et des 16 réseaux.
C'est incroyable. Comme je le dis souvent, c'est que assez souvent, ce n'est pas de la mauvaise volonté de la part des décideurs politiques ou des gestionnaires. C'est ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ont besoin d'informations. On se fait encore demander, c'est vrai qu'il y a des francophones en Alberta. Et c'est ça que vous faites, amener de l'information, hein? Oui. Ben, écoutez, écoute, moi, je tire un fil conducteur là, hein, dans tout ce que vous avez dit, tous les quatre. C'est que tous les quatre, vous avez réussi à intéresser les gouvernements à mettre en place des plans d'action ou à intégrer quelque chose là, qui touche à l'action comme telle. Et ça, c'est vraiment le travail fondamental du réseautage. Pour ça. Écoutez, le temps passe et on va se tourner. Moi, je me tourne vers Véronique pour savoir si, Véronique, il y a des questions que nos participants et participantes se poseraient et qu'ils voudraient adresser à nos panélistes. Oui, Roger, il y a quelques questions. En fait, il y a une question où on a déjà les réponses. Là. Allez-vous partager les diapos avec les participants? Alors, si vous allez sur votre portail FanSlab, vous allez trouver les diapos. Elles, en fait, seront partagées dans la section librairie de FanSlab. Il y a une question pour Paul. Et je sais, Paul, que vous l'avez répondu dans le chat, mais je pense que c'est important parce que c'est pas tout le monde qui est allé lire le chat. Où se situe le niveau, et c'est Samir qui veut savoir, où se situe le niveau de la francophonie à Calgary qui se considère être comme le poumon de l'Alberta? Ben, je n'irai pas si loin que ça pour dire que Calgary est le poumon de l'Alberta parce que les gens qui vivent à Edmonton peut-être seraient offusqués. Mais je peux vous dire qu'il y a tout près de 30 000 francophones à Calgary. Mais cette différence entre Edmonton qui est également à 30 000, c'est qu'à Calgary, il n'y a aucune concentration de francophones à un endroit particulier. Il y a des îlots, si on veut, de francophones ici, là, dans la ville. Mais quand tu es 30 000 personnes dans une population d'1 200 000, vous voyez que le pourcentage est très petit. Puis si il y a un éparpillement, ça rend plus difficile les services de santé en français. Alors, on travaille avec les gestionnaires de la santé de ce coin-là pour essayer de dénombrer les professionnels de la santé qui travaillent dans les cliniques, qui travaillent dans les primary care networks et qui sont capables d'offrir des services en français. Et là, on essaie de marier cette information-là et la rattacher, comme on disait ce matin avec le Manitoba, des attachés aux clients et aux patients pour qu'on puisse répondre aux besoins de la clientèle de cette façon-là. C'est la meilleure façon de faire dans des villes comme Calgary. Merci, Paul. Autre question pour vous. N'allez pas trop loin. Alexandra aimerait savoir, elle travaille avec une minorité anglophone dans une région du Québec où cette minorité représente 0,6 % de la population régionale. On parle ici du Bas-Saint-Laurent. Elle aimerait savoir si vous avez fait des évaluations des besoins en matière de santé des populations. Si oui, comment et surtout comment vous réussissez à rejoindre ces populations pour des études de santé, populations connues, pour être difficile à rejoindre quand même. Et c'est un bon point. Comment vous avez fait ça si tel est le cas, Paul? Non, ton micro, Paul. Vous avez perdu votre écran? Non, Paul, ton micro est fermé. Oui, je pense que c'est la souris où il y a un petit problème technique. Mais entre-temps, pendant que Paul reprend... Voici. Allons-y. Ma souris avait disparu. Donc, j'ai répondu dans le chat à cette question-là. C'est parce que, oui, il nous manque des données probantes. On n'a pas fait encore assez d'études, particulièrement quand c'est des populations très peu nombreuses, éloignées dans les coins ruraux. C'est difficile. En 2012, la province de l'Alberta a fait une étude des besoins dans le domaine de la santé et a découvert que dans le nord de la province, il y a une population francophone importante et dont les services de santé sont minimes. Ce n'est pas rien du tout, ou presque, en français, bien sûr, et que cette population-là était à risque en raison de cette absence d'un service en français. Alors, on a déclaré la zone nord à risque, si on veut, et plus importante que les autres pour répondre aux besoins. Alors, on a créé un seul poste de coordination bilingue qui travaille pour Alberta Health Services et qui est là pour répondre
pour répondre, pour coordonner les activités des instances de santé dans le domaine des services aux francophones de ce coin-là. Merci, Est-ce Paul. qu'il y en a d'autres dans les panélistes qui ont des expériences par rapport à des études dans des milieux dispersés, là? Parce que si Paul n'en a pas fait. Oui, Élise? Récemment, il y a environ 5 ans qu'on travaille sur toute la question de la variable linguistique pour justement être capable d'aller chercher des vraies données probantes. Puis, on s'est concentré aussi d'aller chercher un portrait au niveau des soins de santé primaire. Puis, ce que ça démontre, parce que nous, on l'a collectionné sur la carte santé, puis ensuite, ça te permet d'aller chercher des données dans tous les domaines des données publiques. Puis ce qu'on a réalisé, c'est que, premièrement, le ministère, il connaissait pas qu'il y avait tellement une demande. C'est la première fois qu'on a des vrais chiffres parce que les gens nous ont dit qu'ils voulaient des services en français. Puis maintenant, on est capable de dire que ce médecin-là, lui, il a 360 patients sur sa clientèle qui parle français. Ça, c'est la première fois qu'on voit ces vrais chiffres-là. Donc, je pense que ça s'annonce bien pour les années futures. C'est à un moment donné qu'on peut saisir ces documents-là puis faire la même chose au niveau des ressources humaines. C'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment réellement planifier puis organiser les services pour que ça réponde vraiment aux besoins de la population. Donc, on va être bien placé dans les années à venir parce que tout d'un coup, tout le système de santé, l'emphase va venir vraiment sur la connaissance de ta communauté, des citoyens, etc. Puis nous, c'est là qu'on est des joueurs, puis qu'on est des joueurs forts. Je pense que les ministères vont être beaucoup plus à l'écoute des réseaux de santé dans les années à venir parce qu'ils vont avoir besoin de nous. Ouais, toute la question de la variable linguistique, ça doit être un cheval de bataille que mène la Société en santé en français, mais avec plusieurs réseaux déjà. Véronique, une autre question peut-être Oui, il y a beaucoup. Paul, oui. tu voulais rajouter? Oui, Roger, je voulais juste ajouter qu'on est en train de faire une étude dans l'Ouest canadien là, avec Sandra est au courant. Au niveau des immigrants, on a des chercheurs du campus Saint-Jean, de l'Université de l'Alberta, qui sont en train de mener une recherche au niveau des immigrants francophones des 3 provinces de l'Ouest, plus Terre-Neuve-Labrador et les 3 territoires, sur les besoins des immigrants francophones dans le domaine de la santé mentale et aussi des maladies chroniques, etc. Alors, cette étude est en marche et on devrait avoir un premier rapport à la fin 2023. Et ensuite, il va y avoir un suivi après ça pour 2 autres années. Alors, il y a des données probantes qui s'en viennent dans ce domaine-là. OK, ils ont de la recherche qui se poursuit. C'est bien ça. Véronique? Oui, beaucoup de félicitations à vous 4, en fait, aux panélistes, mais aussi Roger, bien entendu, à l'animation. Et beaucoup de félicitations aussi pour le beau projet au Yukon. Félicitations à Sandra. Là, je nommerai pas tous les gens là, qui ont dit félicitations. Mais c'est vrai que c'est un travail d'équipe, comme le mentionnait Sandra, même dans le chat. Merci d'avoir fait ça. Donc, il y a une question qui nous provient de Karine. Dans le contexte de vieillissement démographique, prévoyez-vous accorder un angle particulier à l'analyse des besoins et au développement des services pour les aînés francophones et leurs proches aidants? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Julie, ton micro, oui. Merci beaucoup. Donc, Karine, le Réseau du Sud a fait du travail avec le développement des outils de recherche avec des chercheurs. Donc, le MT4, qui est un outil, je peux vous donner le lien après, qui est un outil vraiment pour les aidants, des proches aidants, des individus qui ont de l'Alzheimer. De la démence. Et puis, c'est en train d'être utilisé présentement. Je crois qu'il y avait 4 provinces qui étaient impliquées avec cette étude-là, puis il y en a une qui est au Québec. Donc, je ne sais pas, Karine, si tu es au Québec ou tu es où, mais il y avait l'Alberta, le Manitoba, l'Ontario,
le Québec. Et en tout cas, si je vous donne le lien, vous allez pouvoir aller voir. Bon, merci bien. On parle de quelqu'un d'autre qui vient de rajouter, là? C'est juste que peut-être que ça peut être intéressant, c'est que le gouvernement de l'Alberta a publié récemment un rapport sur la modernisation des soins de longue durée, et dans lequel il y a 42 recommandations, dont une, ou quelques-unes d'ailleurs, qui traitent de la langue et de la culture. Et là, nous, au réseau, on a participé on a réagi à ce rapport-là pour participer au niveau et de collaborer avec le ministère au niveau de l'augmentation ou la modernisation des soins de longue durée. Après la COVID-19, on s'est aperçu qu'on était vraiment mal préparé pour les aînés durant la COVID. On en a perdu plusieurs à cause de ça. Puis il fallait changer quelque chose. Et déjà, il y a des changements en marche, mais on participe comme réseau à cette étude du ministère. Il nous reste combien de temps, Véronique? Je pense que habituellement, la conclusion doit se terminer aux alentours de 16h15. Donc, peut-être que vous avez un autre 5-10 minutes. OK, ben c'est ça. Je vais peut-être essayer de poser une question à l'ensemble pour une espèce de conclusion, là, parce que ça peut prendre, avec chacun, là, ça peut prendre toujours 2-3 minutes chacun, là. À court terme, vous allez centrer sur quoi dans les prochaines années, là? Parce qu'il faut se projeter. Le réseau là, va se projeter dans l'avenir. C'est quoi les opportunités? Parce que là, on a passé à travers la pandémie, on a des problèmes d'économie, on a des crises politiques ici et là, des changements. Parce que le réseau, c'est toujours en mouvance, hein, ça change, les personnes changent et tout ça. Où vous en allez avec le réseau? Comment vous allez travailler avec tous ces personnes-là, là, avec tous les progrès que vous avez déjà accomplis pour aller plus loin? Oui, Julie? Donc, cette super bonne question, très simple réponse. Tu commences, où est ton gouvernement? Donc, les priorités de ton gouvernement, si tu veux vraiment faire des avancées, c'est vraiment de regarder et de savoir quelles sont les priorités du gouvernement et ensuite regarder à tes priorités à toi dans ces zones-là. Donc, on sait que la COVID n'est pas finie. Roger, désolé, elle est encore bien forte et elle va être très difficile dans le temps à venir. Je sais, j'avais la COVID la semaine dernière. Oh, désolé. Mais vraiment de commencer avec quelles sont les priorités du gouvernement et ensuite regarder où sont les endroits que tu peux rajouter pour aider aux francophones et avec l'accessibilité. Oui. Élise? De notre côté, c'est évident qu'il faut falloir continuer de travailler tout l'aspect des ressources humaines en santé parce que on a seulement le Collège de Lille qui offre 2 programmes au niveau des programmes de santé. On va travailler également avec les institutions anglophones parce qu'on a des personnes qui parlent français à l'intérieur. Mais une chose qui est très importante, c'est de continuer la collecte de données du côté des personnes qui livrent les services en français. J'ai trouvé l'autre 690 personnes qui ne figurent pas dans mes listes de personnes qui sont capables de parler français. Donc, il y a tout un travail à faire au niveau des autres professionnels de la province. Il y a aussi de poursuivre tout l'aspect de la collecte de données pour que cette collecte-là puisse justement être intégrée à l'intérieur des systèmes, puis qu'ensuite, on peut vraiment commencer à marier puis planifier la main-d'œuvre comme qu'on va avoir besoin dans les années à venir. Là. Mm-hmm. Puis bien sûr, nos campagnes étoiles santé, étoiles montantes, etc., on va tout faire ça tout. Il faut tout faire de toute façon. Il faut tout faire. Sandra. Oui, moi, c'est drôle parce que je me disais en réflexion, tu sais, c'est quand même incroyable ce qu'on fait. Tu sais, on a eu des pas de danse aller-retour, mais tu sais, ça s'est fait dans des situations où les conditions gagnantes n'étaient vraiment pas là. Tu sais, on n'avait pas de variables linguistiques qui étaient collectées, on n'avait pas de clauses linguistiques. Tu sais, c'est toutes des choses qui est imaginées si ces conditions gagnantes-là étaient là, comment le réseautage pourrait aller encore plus loin.
Donc, je pense qu'on a besoin de travailler sur tous ces petits éléments-là qui manquent. Puis moi, je dirais pour ma communauté, je dirais qu'il faut aussi retourner toujours l'ancrage à la communauté. Tu sais, maintenant qu'on a un nouveau point de service, c'est quand même de retourner à voir quels sont les programmes que notre communauté a besoin. Fait que c'est toujours de retourner à cette base-là parce que c'est elle vraiment qui a nourri depuis le début ce rêve-là à quelque part. Ça, c'est juste un des projets en passant qu'on fait, on en a d'autres. Mais je dirais, je reprends cette image-là. Tu sais, si on veut en récolter des petites pommes, mais tu sais, il faut qu'il y ait du monde qui soit prêt à planter des graines, puis ça, c'est la communauté. Oui. Paul? Oui, merci. Merci tout le monde. Je dois vous avouer que dernièrement, on connaît des moments houleux pas mal en Alberta à cause d'un changement au niveau du premier ministre. Dans la course à la chefferie. On a travaillé pendant les dernières années très fort pour améliorer nos relations avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé, avec les gestionnaires de la santé. Puis là, on a un premier ministre qui a dit qu'elle va tout chambarder, elle va clairer le conseil d'administration d'Alberta Health Services, elle va remplacer le médecin en chef, il y a plein de choses qu'elle va faire. Ça fait que ça nous inquiète. Une des choses qui nous est très utile, c'est que elle n'a au moins pas changé le ministre. Le ministre de la Santé, c'est celui qui était là avant son élection. Il est encore là, très sympathique à la cause francophone et avec qui nous avons développé des très bonnes relations, surtout avec le sous-ministre adjoint. Alors, ça, c'est resté stable parce que des fois, quand on change de ministre, on change plusieurs personnes en dessous du ministre, puis c'est tout à recommencer. Alors là, au moins, on peut continuer. On a juste peur que le chambardement qui va se faire dans le domaine de la santé chez nous risque de nous causer des problèmes. Mais le travail continue. Nous sommes tellement encouragés par les gains qu'on a faits depuis quelques années. On risque d'espérer qu'on va continuer à faire des gains, qu'on va continuer à améliorer l'accès, mais aussi à créer des nouveaux accès à des services de santé en français, là où on est capable de le faire. Oui. Et pour finir un peu, là, la liaison avec le national et les autres réseaux, comment vous allez travailler ça au cours des prochaines années, là? Peut-être qu'on peut vous dire tout de suite, nous, on fait le 15 et 16 prochain à Saskatoon, une rencontre des 4 DG des 4 provinces de l'Ouest et des 3 DG des territoires. Et c'est la deuxième rencontre qu'on fait, je pense, Sandra, on en avait fait une avant la pandémie, mais pendant la pandémie, on n'en a pas eu. Puis là, on en fait une autre en présentiel à Saskatoon. Et puis... c'est chez nous, ça? C'est chez toi, Roger. Tu peux venir nous dire bonjour si tu veux. Alors, l'affaire c'est qu'on partage entre nous les choses qu'on peut utiliser et c'est de l'entraide finalement. Qu'est-ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre? On a hâte de se rencontrer parce que ça fait 2 ans et plus qu'on n'a pas fait cette rencontre-là. Mais on sort toujours de là avec plein de nouvelles idées et de partage et de collaboration. Parce que finalement, les provinces de l'Ouest se ressemblent. Il y a plein de choses qui sont semblables, les territoires également, et on peut partager et utiliser ce qu'un fait. On l'a mentionné déjà aujourd'hui, les choses que peut-être Sandra a pu partager avec l'île du Prince-Édouard ou l'Ontario. Alors, le fait de le faire au niveau des 4 provinces de l'Ouest et les territoires, je pense, augure bien pour notre avenir. Oui. Et puis toi, Julie, par exemple, tu travailles avec déjà 3 réseaux en Ontario. Donc, il y a une trilogie qui est là, qui est permanente, là. Mais comment vous transigez avec ça? Parce que ça aide à faire évoluer beaucoup de dossiers, ça. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et puis, un des gros dossiers nationaux qu'on a présentement à la Société Santé en français, c'est le dossier Accès-Équité, qui regroupe tous les outils, meilleures pratiques qu'on a pu trouver, qu'on a pu évaluer au travers du pays pour les mettre dans une marche à suivre pour appuyer les gestionnaires à pouvoir avancer l'accessibilité des soins. Et je crois qu'il y a un panel qui, demain ou mercredi, qui va être tout justement sur ça. Donc, nous, notre concentration, c'est beaucoup sur ces ressources humaines-là et de pouvoir appuyer avec des outils
Nous, on travaille toujours en arrière-plan. Ils ne voient jamais le visage. On travaille toujours en arrière-plan. On fait la création d'outils ou le regroupement d'outils ou l'adaptation. Et ensuite, on vient présenter soit à l'intérieur du groupe ou au gouvernement ou à l'extérieur à nos partenaires. Et oui, merci. Et Élise, toi qui es insulaire, là, il y a quand même des ponts qui existent ailleurs, hein? Des ponts? Oui, pour Oh, travailler avec d'autres groupes, là. ben oui, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de possibilités, mais à un moment donné, il faut se concentrer parce que si on va dans toutes les directions, il faut vraiment cibler ce qu'on veut faire, puis qu'est-ce qui est important de faire, puis quel changement qu'on peut faire. Puis je pense que la question des normes, par exemple, si tous nos ministères commenceraient à utiliser la norme HSO, mais je pense que, tu sais, on commencerait à avoir beaucoup plus d'écoute. Ça fait, il y a tellement de choses qui est possible. Il faut l'imaginer, puis il faut planter plein de graines. Antoine Desilets, c'est $30 pour sortir de l'île avec le pont. Hein? Sandra, Oui. tu as presque le mot à la fin. On arrive presque à la conclusion de notre panel, là. Il faut vraiment me répéter la question. Je pense que j'ai. Oui, ben c'est toute l'interaction ou l'interaction entre les réseaux entre eux avec la société. Sortant en français, là, les avantages que ça vous apporte, ça. Oui, mais je pense que Paul l'avait dit, c'est pour ça que j'avais l'impression qu'il avait fait une porte-parole pour l'Ouest et le Nord, là, c'était parfait. Donc, Oui. effectivement, sur plusieurs projets, on travaille ensemble. Démence, on est l'Ouest et le Nord ensemble. Migration, on a même jusqu'à Terre-Neuve. Pour justement le centre de santé, on avait aussi loin que l'île du Prince-Édouard, Manitoba, en passant par l'Ontario. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de notre nature maintenant. Puis je pense que c'est le fun parce qu'on a justement une maturité en tant qu'organisme, puis en tant que mouvement qui nous permet d'avoir ces discussions-là de façon vraiment spontanée. Tu sais, on va penser tout de suite à des collègues quand on entend, même aujourd'hui, on est en pleine, je suis panéliste en même temps que tout le monde, puis je prends des notes de Julie, puis des adresses qu'elle m'envoie. Le réseautage, ça n'arrête jamais. Là. Ça devient comme une seconde nature. Là. On l'a dans le sang, là, vraiment. Donc, je pense que c'est ça. Ça devient une façon de faire. Puis, je trouve ça le fun parce qu'il y a 20 ans, c'était vraiment pas le cas. On a vraiment, moi, je me souviens ici d'avoir tordu le bras du monde pour aller à des rencontres parce qu'ils pensaient que ça allait être politique. Puis, qu'est-ce que la communauté vient faire là-dedans? Souvent, les gens se posaient la question. Mais c'est ça, on est un partenaire comme je pense que c'est une belle conclusion, ça, dans le sens que 20 ans après, le réseautage, là, ça a créé de la maturité et de la crédibilité et de la confiance auprès de l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille. Et puis, ça, c'est formidable de voir tout ce que ça peut réaliser comme succès et comme pour vraiment atteindre l'objectif qu'on a, c'est d'avoir de l'accès aux services de santé à notre population francophone. Et puis, je mentionnais tout à l'heure que j'ai contracté, ou je ne sais pas si c'est moi qui ai attrapé le virus ou le virus qui m'a attrapé, mais je l'ai contracté il y a la semaine dernière, mon épouse là maintenant. Et puis, le système de santé, là, mon médecin est francophone, mais je ne pouvais pas le rejoindre. Donc, j'ai eu des services, mais toujours en anglais. J'ai eu des traitements remdesivir, puis etc. Mais le soin de santé, il est là, il est accessible. Mais quand ça vient à le voir en français, c'est vraiment à vous. Tout ce travail-là, ça repose sur le dos des réseaux, de faire avancer tout ça ensemble dans un modèle de collaboration et de concertation. Donc, félicitations à tout le monde. Et puis, j'aimerais souligner là qu'on avait avec nous là, Paul Denis du Réseau Santé de l'Alberta, Julie Lantaigne de Franco Santé Sud, Élise Arsenault du RSFIPE. Là. Comment tu dis ça? C'est rapidement le RESFIP ou quoi? Là, je ne sais plus trop.
On dit simplement le réseau santé. Ah, le réseau santé de Lille. Et puis Sandra, évidemment, Saint-Laurent, qui est arrivée comme ça, là, à pied levé pour nous parler du territoire, des territoires. Merci beaucoup à vous. Et à vous, les participants, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour entendre les réalisations de l'ensemble de nos panélistes qui nous ont parlé de tout ça. Donc, je te remets la parole, Véronique. Merci beaucoup, Roger. Merci à vous 5, en fait, pour ce super panel. Ça a été vraiment très intéressant. Ce que je retiens, en fait, c'est l'esprit de collaboration, la solidarité, la force du réseau. C'est beau de voir que vous travaillez les uns avec les autres. C'est surtout ça que je trouve beau, de voir que tantôt Sandra a dit « je prends des notes de ce que Julie ». Puis tout au long, je voyais que vous étiez très attentifs à ce que les autres avaient à raconter. Puis je trouve ça super intéressant. Puis c'est beau de voir ça. C'est beau de vous voir collaborer comme ça. Quelle belle première journée. Je pense que vous allez être d'accord. Ça a commencé très fort avec un très inspirant Boukhar Diouf. Ensuite, on a parlé d'accès aux services en français dans le monde de la santé au Manitoba. On vient de terminer avec ce panel 4 régions, 4 approches. Donc, super intéressant.